À la fin de cette revue, je te donnerai 2 outils, 2 coups de cœur énormes que j'ai découverts ce mois-ci, qui m'ont permis et qui vont me permettre d'économiser beaucoup de temps et d'argent. J'ai hâte de les partager avec toi. Mais avant, je voulais te raconter cette petite anecdote qui est ma dernière visite chez ma grand-mère. Comme d'habitude, on discute un petit peu, puis au bout d'un moment vient la question fatidique, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Alors, j'ai toujours pas très bien compris si ma grand-mère pensait que j'étais dealer de shit, si elle pensait que mes parents me donnent secrètement de l'argent sous la table à tous les repas de famille, ou si elle pense que je suis tout simplement au chômage. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de répondre, oui mamie, j'ai un travail, je travaille sur internet, c'est mon job à plein temps, c'est ce qui me permet de bien gagner ma vie, de voyager, c'est du sérieux, ça fait plus d'1 an que ça dure, ça marche bien, c'est en croissance. J'aurais beau lui donner toutes les preuves et tous les arguments de la terre, ça fonctionnera jamais pour la convaincre. Et moi je commence à m'y habituer, donc au final je finis toujours par changer de sujet parce que j'ai bien compris que ça servira à rien de débattre là-dessus. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ce qu'on fait sur internet, ce que je fais et ce que tu fais peut-être aussi, qui est de gagner sa vie sur internet, simplement de vivre en indépendant, c'est pas concevable. Et je pense que c'est générationnel, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as moins de 30 ans, tu peux comprendre facilement qu'on peut vivre sur internet, que internet en fait c'est la vraie vie. Que internet c'est un outil au service de la vraie vie. C'est pas un monde virtuel à côté, ça fait partie de la vie. Mais pour une autre génération de personnes, notamment plus anciennes, qui ont grandi sans Internet, où Internet n'existait même pas, il faut vraiment se remettre dans le contexte, Internet n'existait pas, les ordinateurs n'existaient pas, les smartphones n'existaient pas, le téléphone n'existait même pas. Ça avait rien à voir à l'époque. Trouver un job, c'était pas pareil, il y avait beaucoup plus de salariat. Il y avait les entrepreneurs, ça voulait soit dire loser au chômage, soit gros énorme entrepreneur au contraire qui gérait des dizaines de salariés. Et la notion même d'indépendance, ça n'existait pas. La notion même de travailler en voyageant, d'être digital nomade, ça n'existait pas. Les seules personnes qui pouvaient faire ça finalement, c'était les écrivains ou les marginaux. Et aujourd'hui, ces marginaux-là, ils ont été remplacés par d'autres gens qui avaient les mêmes rêves, comme toi et moi peut-être, et qui ont pu les concrétiser grâce à la technologie, grâce à Internet. Et j'ai beaucoup de gens qui me demandent, de jeunes de mon âge ou un peu plus jeunes, qui sont étudiants, qui me demandent quand je les rencontre à des événements ou à des rencontres abonnées, comment expliquer à mes parents ce que je veux faire sur Internet. Et moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est n'essayez pas de leur expliquer, prouve-leur une bonne fois pour toutes. Ça sert à rien d'essayer d'expliquer ça à une génération qui a même pas connu Internet quand elle a grandi, c'est très difficile. Alors il y a des parents qui vont très bien comprendre, je dis pas le contraire, mais il faut être indulgent envers ses parents, c'est pas forcément facile pour eux de comprendre. Et parce que c'est des jobs qui n'existaient pas il y a quelques années, qui n'existaient pas quand eux-mêmes avaient ton âge. Si t'es jeune et si t'es concerné par ça. Donc je pense que déjà il faut être indulgent et surtout ça sert à rien d'épuiser sa salive à essayer de convaincre tes parents que tu fais quelque chose de bien, à leur convaincre que ça va marcher, que ça peut marcher, que ça existe même. Le mieux c'est de le faire et si ça marche, ils seront mis devant le fait accompli, ils verront bien que ça fonctionne pour toi. Moi c'est comme ça que j'ai procédé. Et donc l'idée c'est pas de tout plaquer, de te mettre en mode ado rebelle et de partir parce que ça sert à rien, puis ça risque de pas marcher en plus. L'idée c'est vraiment de faire comme tes parents ont voulu que tu fasses, c'est-à-dire tu commences tes études, tu fais tout ça, et à côté, tu crées ton projet et tu mets tout ton cœur et toute ton énergie là-dedans pour leur prouver finalement que ça marche. Et il y a beaucoup de parents, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé une grande liberté, donc j'ai pu justement tester un petit peu, expérimenter, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui sont particulièrement chiants, c'est-à-dire que ils veulent pas que leurs enfants soient heureux, ils veulent que leurs enfants soient faits à leur image. Et je pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment, je pense que c'est simplement que pour eux le bonheur c'est une telle conception de la vie, c'est peut-être un job de salariat, c'est peut-être se marier avec telle personne ou je sais pas quoi, et ils sont convaincus que la seule façon pour toi de connaître ce bonheur aussi c'est de faire exactement pareil qu'eux, alors que c'est pas forcément le cas. Et une fois que tu arrives à comprendre ça, tu finis par te dire que c'est pas grave finalement si t'as pas réussi à convaincre tes parents, l'essentiel c'est que toi t'as réussi à être heureux, et indirectement c'est ça qu'ils auraient voulu. Indirectement, même si là ils te font la gueule, même si là ils sont pas contents par rapport à ce que tu fais parce qu'ils pensent que t'es pas heureux, finalement l'essentiel c'est que tu le sois. Je suis parti un peu loin, j'avais pas du tout prévu de partir aussi loin dans ce débat, mais c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Et
pour continuer sur ce job, je pense que dans la vie, quand tu as trouvé un job, c'est tellement difficile aujourd'hui de trouver un job qui nous plaît. Il y a tellement de gens qui sont au chômage, tellement de gens qui font un job qui leur plaît pas. Je crois que c'est un truc, j'ai plus les chiffres exacts, donc je dis peut-être des conneries, mais un truc genre 70% de la population n'apprécie pas d'aller au travail, fait un travail qui ne leur plaît pas. Moi, je trouve ça tellement triste, mais en même temps, je comprends parce que c'est pas facile. Et je pense que le jour où tu as trouvé un job qui te plaît, un job dans lequel tu es bon, un job dans lequel tu as des perspectives de croissance, un job dans lequel tu es libre, tu peux voyager, tu peux bouger, tu peux faire ce que tu veux, tu as une liberté immense, c'est toi qui fixes les règles. Quand tu as trouvé ça, c'est tellement précieux qu'il faut pas le lâcher. Et donc les gens qui me disent mais ça va durer combien de temps, quand est-ce que tu vas trouver un vrai job et tout ça, je leur dis mais j'ai trouvé le job de ma vie, j'ai trouvé un job tellement bien que je vois pas pourquoi je chercherais autre chose, je suis heureux là-dedans. Ensuite, ça veut pas dire que je ferai ça toute ma vie, ça veut dire que le jour où j'en aurai marre, le jour où où ces critères ne seront plus comblés, je chercherai sûrement autre chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et pour l'instant, j'ai pas l'intention d'arrêter pour cette raison. Et je pense que pour être heureux, finalement, il faut se fixer une liste de critères. Il faut se dire, ok, si j'ai un job qui me permet d'être libre, qui me permet de voyager, qui me permet de faire tel truc, où c'est moi qui fixe les règles et où je me plais dedans, si c'est pareil dans mon couple, si c'est pareil dans mes activités, si c'est pareil dans mon lieu de vie, dans mes amis, je serai heureux. Et si tu te dis ça, c'est beaucoup plus facile d'être heureux le jour où tu l'as parce que tous les petits désagréments de la vie quotidienne, tu te dis oui mais attends j'ai ça, faut pas que j'oublie la chance que j'ai quoi. Et on a tendance à l'oublier très souvent, donc je pense qu'il faut pas l'oublier. Et tout le reste finalement c'est du bonus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rempli ces critères, une fois que tu as coché ces cases, tout le reste, c'est-à-dire gagner plus d'argent, avoir plus de contrats, avoir plus d'amis ou ce genre de choses, c'est du bonus. C'est-à-dire c'est que du kiff en plus si tu veux, mais tu as déjà le socle, la base pour être heureux. C'est un peu ma vision du bonheur. Je voulais t'en parler parce que bon, c'est un peu niais, on va dire, de parler de bonheur. Mais je pense que finalement tout ce qu'on fait et tout ce dont on parle, la liberté, tout ça, ça sert finalement à ça en fait. Il faut pas l'oublier. Dans un domaine qui a rien à voir, je voulais te parler de mon nouveau style de miniature. Je sais pas si t'as vu, enfin t'as forcément vu si t'as cliqué sur cette miniature pour regarder cette vidéo. J'ai radicalement changé mon style de miniature. Ça fait longtemps que je cherche un style de miniature bien à moi. J'ai vraiment tout essayé plein de trucs différents et j'ai jamais vraiment été satisfait dans ce que je cherchais parce que ça me correspondait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs sympas, c'était joli et tout, mais c'était pas vraiment moi, c'était pas vraiment mon identité. Et finalement, j'ai trouvé, l'idée c'était d'avoir vraiment un style de miniature qui me ressemble, qui soit reconnaissable immédiatement et qui soit facile et rapide à faire. Et ce qui est génial en fait, c'est que là par exemple, je fais du contouring autour de moi, c'est-à-dire que je me découpe pour mettre un fond noir derrière, comme tu as pu le voir, et je déteste découper, parce que c'est super chiant de découper au poil d'oreille près pour que tout soit parfait. Et en fait, en regardant les miniatures de Cyrus North, dont je te parlais dans la dernière revue, que je t'invite à aller voir si tu veux retrouver le lien vers sa chaîne, j'adore ce youtubeur. Il fait ça pour ses miniatures, c'est-à-dire qu'il fait du contouring mais à l'arrache. C'est-à-dire qu'il fait pas du contouring au détail, il fait du contouring grossier. Et je trouve ça vachement sympa. C'est-à-dire que visuellement, je trouve ça vraiment sympa, plus sympa que le contouring détaillé. Et surtout à faire, c'est beaucoup plus rapide. Donc je me suis dit ok, je vais faire ça. Je vais mettre un fond noir parce que le noir c'est ma couleur. J'aime beaucoup le noir parce que pour moi ça inspire vraiment la créativité, la simplicité, qui sont des valeurs qui me sont assez chères. Et le focus, c'est-à-dire que quand tout est noir, finalement tu te concentres sur ce que tu vois. T'as pas des petites papillons partout qui te dérangent. Et donc voilà, je pense que voilà, c'est pas spécialement joli ou quoi, mais je pense vraiment que surtout dans tes miniatures YouTube, mais aussi dans toute ton identité graphique, avoir une identité forte, c'est plus important que le joli, que le beau, que l'esthétique. Alors le mieux c'est d'avoir les deux bien sûr, mais le problème de s'attacher que à l'esthétique, c'est que on va forcément s'attacher à des canons d'esthétique qui sont les canons du moment, qui sont des effets de mode. Par exemple, si tu faisais une interface utilisateur en 2009, tu aurais utilisé probablement du skeuomorphisme, c'est-à-dire tu aurais utilisé les canons esthétiques, les canons graphiques de par exemple iOS, qui est le système d'exploitation de l'iPhone à l'époque, qui reprenait des textures en fait de la vie réelle, parce qu'à l'époque c'était la mode. Tu l'as vu avec iOS 7 si tu as un iPhone, ça a tout changé. D'un coup on est passé au flat design avec des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus fortes, et on a enlevé tout ce qui est skeuomorphisme, c'est-à-dire tout ce qui imite le réel. Et en fait, donc ce qui était beau à l'époque en termes d'interface graphique, aujourd'hui est considéré comme totalement moche, et je parle même pas des années 2001, 2002, 2003. Et ce qui est beau du coup aujourd'hui en termes d'interface graphique sera sûrement considéré comme moche dans 5 ou 10 ans.
Donc c'est pour ça que le joli en graphisme, en design, ça évolue très souvent et donc le plus important pour moi c'est d'avoir une identité forte, une identité qui peut rester dans le temps, une identité graphique plutôt que quelque chose de simplement joli. Le dîner avec les abonnés, c'est un truc que je voudrais mettre en place toutes les semaines. Alors je sais pas si je vais le faire toutes les semaines, mais vraiment que je voudrais mettre en place assez souvent. Et j'ai fait le premier mardi dernier en postant un message sur Facebook en disant aux abonnés voilà qui c'est qui est à Paris mardi et qui veulent se faire un resto végétarien. Il y a pas mal de gens qui ont répondu, j'en ai choisi 5 à peu près au hasard et on est allé dîner ensemble dans un resto végétarien. Et on a pas mal discuté pendant 2 heures et c'était vraiment intéressant. Et je pense qu'au lieu de faire, alors je vais continuer à faire des rencontres abonnés de temps en temps. Le problème des rencontres abonnés, c'est que pour moi, c'est pas forcément le meilleur plan parce que j'ai pas le temps de parler avec tout le monde et pour moi, c'est plus intéressant d'avoir des vraies conversations avec les gens. Et en plus, c'est chiant à organiser et je déteste organiser des choses et je ne sais pas organiser des choses. Donc voilà, c'est pour ça que je vais éviter, je peux pas faire trop de rencontres abonnés. Par contre, je voudrais faire des dîners qui sont plus conviviaux, qui sont très faciles à organiser. J'ai juste à réserver une table pour 6. Donc on serait 6 ou 8 maximum. Et l'idée, c'est de rassembler des gens qui ont une passion commune pour discuter. Pour moi, les avantages, c'est que ça fait un feedback en temps réel, c'est-à-dire que forcément les gens me parlent un peu de ma chaîne. Ça me permet d'avoir de nouveaux angles de réflexion, c'est-à-dire de discuter avec des gens qui sont directement concernés par mon message, savoir qu'est-ce qui les intéresse, et d'avoir donc de nouvelles idées de formation, de nouvelles idées de vidéos, bref, de mélanger un peu tout ça, parce que forcément chez moi, ma famille, mes amis, mon entourage sont pas forcément dans mon trip, même pas du tout dans mon trip, et donc avec eux, je peux pas, quand je leur parle à eux de ce dont je parle devant la caméra, eux ça les gonfle très vite. Donc moi j'ai l'impression d'être chiant et donc j'ai envie de pouvoir parler avec des gens que ça gonfle pas pour qu'on puisse avoir des vraies discussions, des vraies conversations là-dessus. Donc pour moi c'est ça l'intérêt et puis pour vous l'intérêt c'est d'avoir un moyen de discuter avec moi pour ceux qui veulent discuter avec moi et surtout avec d'autres gens qui partagent votre passion parce qu'il y a toujours un point commun à tous les gens qui regardent mes vidéos, c'est qu'on a le même intérêt pour la liberté, le même intérêt souvent pour le voyage, pour la vidéo, pour la technologie, pour toutes ces choses finalement qui sont assez liées je pense et puis ça permet de partager un moment convivial. Si t'as un soir dans la semaine on perd pas de temps, à l'heure du dîner, il y a juste un petit resto à payer, c'est pas non plus je trouve que ça vaut le coup, c'est convivial, c'est sympa. Donc si ça t'intéresse, je vais essayer de mettre en place ça toutes les semaines. Ça se passe sur Facebook, donc je vais poster un post Facebook toutes les semaines et je vais choisir des gens, plus ou moins au hasard. C'est-à-dire que j'essaie aussi d'avoir une sorte de parité, d'avoir au moins 2 filles, parce que souvent il y a plus de garçons que de filles. Donc voilà. Et donc si ça t'intéresse, suis-moi sur Facebook pour pas rater les prochains dîners. Et enfin, les coups de cœur, je te l'avais promis. Je suis en train de passer en société, c'est-à-dire que j'étais auto-entrepreneur là pendant 1 an, j'ai explosé mon plafond, tu sais que le plafond est fixé à 32 700 € je crois par an, j'ai explosé depuis un moment, donc là je suis obligé de passer en société et donc j'ai choisi la SASU, simplement je suis pas du tout quelqu'un d'administratif, je pourrais même dire je pense que j'ai une sorte de phobie administrative, je sais pas si ça existe, mais si ça existe c'est sûr que je l'ai, c'est-à-dire que je déteste la paperasse, je déteste les papiers, je sais pas faire, je ne sais vraiment pas faire, je sais pas me plonger là-dedans. Et j'ai trouvé un site qui s'appelle Legal Start. Alors je vais te mettre les liens en description. C'est un bijou ce site. C'est vraiment gros coup de cœur. Alors la procédure est pas terminée, mais pour l'instant j'ai eu aucun problème. Legal Start, qui te transforme toute la paperasse que représentent les statuts d'une entreprise. Parce que quand tu crées une entreprise, tu dois rédiger des statuts. C'est une 50aine de pages où tu dois rentrer toutes les informations sur l'entreprise. Souvent, la plupart du temps, il faut faire appel à un avocat pour rédiger ces statuts avec toi. Ça prend des jours et des jours. Je l'avais déjà fait pour une autre entreprise, c'est une galère pas possible. Faut tout paginer, tout signer, tout vérifier. Et en fait, il transforme toute cette paperasse que sont les statuts en un questionnaire super simple que tu peux remplir en 5 minutes, littéralement. C'est-à-dire que tu remplis le questionnaire et il te sort de l'autre côté, boum, tes statuts. Tu signes électroniquement, il te colle la signature sur les statuts, il te pagine les statuts en mettant ta petite signature en bas à droite de toutes les pages. Enfin, c'est absolument génial ce qu'ils font. Et tout ça pour un prix vraiment abordable puisque ça coûte à peu près 200 €. Alors que si tu devais payer un avocat pour faire tout ça avec toi, ça te coûterait beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment intéressant. Ça rend le tout beaucoup plus simple, ça rend la création d'entreprise vraiment accessible à tous. Donc je suis dans ces démarches-là. C'est un gros coup de cœur, legalstart.fr ou .com, je sais plus. Deuxième gros coup de cœur, c'est une banque. Ça fait longtemps moi que je suis dans la même banque, Société Générale, et j'ai des problèmes de dépenses, c'est-à-dire que je dépense un peu trop, un peu à droite à gauche, je sais jamais vraiment combien j'ai sur mon compte, et je pense que c'est peut-être ton cas aussi, on sait jamais vraiment combien on a sur notre compte, parce qu'on a de l'argent en attente, on a des virements en attente, parfois tu as ta carte bleue qui est séparée de ton compte bancaire, donc tout est décalé, bref, tu sais jamais vraiment combien tu as. J'ai trouvé une banque qui s'appelle Number26 ou N26, je vais te mettre le lien aussi en description, qui est une banque allemande.
Donc ça veut dire que si tu ouvres un compte chez cette banque, c'est légal, simplement tu devras le déclarer au moment où tu vas payer tes impôts. Et donc ça faisait longtemps que, enfin c'est vraiment la banque du futur pour moi, qui est une banque où tout se passe dans l'application, c'est-à-dire que tu crées ton compte en 10 minutes. Alors ils disent 10 minutes, en vrai c'est un peu plus long parce qu'il y a une vérification, faut faire un entretien en webcam en anglais, donc c'est un petit peu, ça c'est un petit peu, la procédure est un petit peu chiante je trouve, mais ça se fait hyper rapidement. Tu crées ton compte sur internet et ensuite tu peux mettre de l'argent dessus. C'est un vrai compte bancaire, c'est-à-dire c'est pas un truc comme, c'est pas une plateforme comme PayPal. En fait c'est ce que PayPal voulait faire au départ. Les mecs qui ont créé PayPal, notamment Elon Musk, à la base ils voulaient créer une vraie banque en ligne et finalement c'était trop compliqué, il y avait trop de formalités administratives, donc ils sont restés sur PayPal qui est un intermédiaire de paiement. Eux ils l'ont fait, ils ont poussé le truc jusqu'au bout, ils ont créé une vraie banque en ligne qui fonctionne en fait comme PayPal. Une fonction géniale, c'est que tu peux gérer tes plafonds de carte bancaire instantanément. Ça veut dire que tu sais, souvent tu as des plafonds qui sont associés à ta carte bancaire, tu peux pas dépenser ou retirer une certaine somme d'un coup, sauf qu'il y a un jour où tu as une grosse dépense à faire et là bah, tu te cognes le plafond, faut appeler ta banque, faut attendre 2 jours, bref c'est chiant. Là en 1 seconde tu peux augmenter ton plafond jusqu'à un truc genre 30 000 €, enfin vraiment un truc assez élevé, puis ensuite le rebaisser, donc tout est instantané, tout est extrêmement simple, et donc pour moi c'est aussi un moyen de faire des économies, parce que je pense que le plus gros problème des gens qui dépensent beaucoup, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'ils savent pas combien ils ont sur leur compte, ils savent pas combien ils dépensent par mois, ils ont pas de budget et tout. Là, pareil, ils te font des budgets précis, ils te font des statistiques précises en te disant exactement où va l'argent que tu dépenses pour savoir, pour avoir toutes ces données. Donc tout est clair, simple. Et donc c'est un gros coup de cœur, c'est la façon dont je pense les banques devraient fonctionner aujourd'hui en 2016. Donc voilà, Legal Start et Number 26, c'est pas du tout des placements de produits sponsorisés, c'est juste des trucs que j'ai découverts, et dans le cas de Legal Start, ça me fait économiser de l'argent et surtout énormément de temps. Dans le cas de Number 26, je pense que ça va me faire économiser pas mal d'argent. Aussi, je précise qu'il n'y a aucun frais bancaire lié à cette banque, donc ça c'est top si tu en as marre d'avoir des frais, des trucs comme ça. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur. Il y a pas mal de fonctions aussi qui arrivent, il y a pas mal de mises à jour qui arrivent très souvent avec la banque. Le problème c'est que ça arrive d'abord en Allemagne et souvent plusieurs mois après dans le reste de l'Europe. Mais on peut imaginer que ça va arriver, il y a des mises à jour sympas qui arrivent. Voilà, c'est la fin de cette revue, j'espère que ça t'a plu. Aujourd'hui, je vais visiter un parc d'attractions abandonné près de Paris. Donc voilà, mon job il est plutôt cool. Je vais essayer de faire des plans de drone, je vais essayer de te montrer tout ça. J'espère que ça va fonctionner, j'espère que ça va te plaire, j'espère qu'il reste aussi quelque chose du parc d'attractions parce que ça fait très longtemps qu'il est là. On va essayer de faire un petit vlog avec mon pote Louis, je sais pas si tu te souviens de lui. Si tout va bien, ça devrait être en ligne lundi matin. Moi je te dis à lundi et surtout, reste libre. À partir de ce parallèle, j'en suis venu à la conclusion qu'il existe une junk food de l'information. La solution que j'ai trouvée, moi, elle est basée sur ce parallèle entre la malbouffe et l'information omniprésente. C'est le régime. Exactement comme tu ferais un régime, c'est-à-dire en mangeant moins de cochonneries et plus de trucs bons pour toi, bah tu peux faire la même chose avec l'information.